Bonjour, on va faire un nouveau test de vidéo puisque la situation est toujours pas idéale en ce moment pour faire court. Donc, ce sont toujours des vidéos à destination des agrégatifs. Et là, ce dont je vais parler, ça vient de choses qui sont apparues lors d'une discussion autour de la leçon 228 du programme 2020 qui est sur les fonctions continues, enfin sur continuité, dérivabilité, dérivation faible. On a envisagé de parler d'escalier de Cantor, qui est un objet intéressant, mais qui soulève plein de petites questions auxquelles il faut bien réfléchir avant d'en parler. Et dans cette vidéo, avant de parler d'escalier de Cantor, je vais juste parler d'ensemble de Cantor. Et je vais mettre un petit S entre parenthèses. Alors là, on voit que la luminosité est vraiment pas terrible dans cette pièce. Les sources de lumière sont pas terribles. On va voir ce que donne l'ombre de mon bras sur la vidéo. Donc, ensemble de Cantor, parce qu'on peut en construire beaucoup. Il y a une caractérisation abstraite de ce que c'est être un ensemble de Cantor. Moi, je ne vais pas me placer à ce niveau-là. Je vais construire des ensembles de Cantor, certains ensembles de Cantor dans R. Donc, le premier exemple, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Cantor triadique, ou souvent celui qui est juste appelé ensemble de Cantor. C'est la construction suivante. On part de, disons, K0, qui est l'intervalle 0, 1. Puis K1, ce qu'on fait, c'est on enlève l'intervalle ouvert de milieu et de longueur 1 tiers. Donc on supprime le tiers, je vais faire le dessin juste après, on supprime l'intervalle ouvert 1 tiers, 2 tiers. Après K2, c'est la même chose. Donc on fait 0, 1 neuvième, union 2 neuvièmes, 1 tiers, union 2 tiers, 4 neuvièmes, pas du tout, 4 neuvièmes, ça c'est pas bon, 7 neuvièmes, union 8 neuvièmes, 1, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on enlève le tiers du milieu, je vais juste faire le dessin après, et on pose K égale intersection pour n des K indice n. Donc le dessin, avant de revenir là-dessus, on a d'abord K0, c'est tout l'intervalle 0, 1. Après K1, on garde 1 tiers ici, 2 tiers là, bon ça devrait être les mêmes longueurs, et on enlève ça. Donc ça c'est mon K1. K2, c'est la même chose. Cet intervalle-là, on le recoupe à nouveau en 3 et on garde les 2 tiers, celui de gauche, celui de droite. Et pareil ici. Donc chacun des intervalles qui apparaissent dans la définition de Kn, à l'étape d'après, quand on construit Kn plus 1, on coupe chaque intervalle en 3 et on enlève l'intervalle ouvert du milieu. En 3 intervalles de même longueur et on enlève l'intervalle ouvert du milieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ensemble K? Déjà, ce qui est à peu près clair, j'espère, au niveau agrég, c'est qu'il est compact. Pourquoi? Parce que chaque Kn, c'est une union finie de segments, donc c'est un compact. Et une intersection de fermé et fermé, un fermé dans un compact et compact. Donc, une intersection de compact et compact. Et bien sûr, c'est aussi non vide, ça contient par exemple tout le temps 0, 1, ça contient tous les triadiques, le nom triadique ici, hein, tous les 1 sur 3 puissance n, 2 sur 3 puissance n, tous ces nombres-là vont apparaître et rester, puisque les extrémités de ces intervalles-là, on les enlèvera jamais. Ok, mais c'est plus gros que ça, c'est non dénombrable, on va voir une raison pourquoi. Peut-être que je vais faire à l'oral une raison pourquoi. Cet ensemble, je crois que je parle anglais quand j'ai une raison pourquoi, c'est vraiment une traduction horrible de reason why, désolé. Euh, Qu'est-ce qui se passe finalement? Comment on construit ça? C'est on choisit gauche ou droite. Un élément de cas, c'est quoi? C'est on choisit gauche ou droite pour dire s'il sera dans cet intervalle ou dans celui-là. Puis on choisit de nouveau gauche ou droite. Une fois qu'on sait dans quel intervalle il est, il reste à choisir s'il est là ou là. Ensuite, on rechoisit gauche ou droite, on rechoisit gauche ou droite, et ainsi de suite.
Donc finalement, et dans cette vidéo, je ne vais pas faire l'argument précis, mais notre Cantor, c'est la même chose que des suites de 0 ou de 1. Je choisis gauche 0, droite 1. Ben, si je fais 0, 1, 0, c'est 0, 0, 1, 0, 1, 0, ça serait ici, et ainsi de suite. Et en fait, topologiquement, c'est vraiment la même chose que ce 0, 1 puissance n. Je ne vais pas faire ça dans cette vidéo. Ok, donc maintenant, vu le thème de la leçon, donc si j'appelle lambda la mesure de Lebesgue, combien vaut la mesure de Kn? Ben, à chaque fois, Kn c'est une union d'intervalles, et je prends, donc je vais peut-être écrire combien vaut la mesure de Kn plus 1 par rapport à celle de Kn. Je prends chacun des intervalles qui composent Kn, donc c'est une union finie disjointe d'intervalles, et dans chacun de ces intervalles, j'enlève le tiers du milieu. Donc ce qui se passe, c'est que je garde exactement 2 tiers de chaque intervalle. Donc par additivité de la mesure, je garde 2 tiers de Kn. C'est une union finie d'intervalles. Chacun d'entre eux, quand je passe au rang d'après, j'en enlève un tiers. Au final, j'ai enlevé un tiers de Kn. Donc, la mesure de mon ensemble Kn, c'est juste 2 tiers à la puissance n, puisque ça c'est une récurrence. K0, il est de mesure 1. À chaque fois, je le divise par 2 tiers. Quand je suis arrivé à l'étape n, je multiplie par 2 tiers, pardon. Quand je suis arrivé à l'étape n, j'ai multiplié par 2 tiers à la puissance n. Et donc, mon Cantor K, ben, K, c'est une intersection, et je suis dans l'ensemble 0,1 qui est de mesure finie, mesure 1 pour la mesure de Lebesgue, je suis dans un espace de proba. Donc, la mesure d'une intersection, quand on est dans un espace de proba, ou en mesure finie, c'est la limite des mesures, et donc ça fait 0. Donc mon Cantor, c'est un ensemble quand même assez gros, non dénombrable, de mesures nulles. Maintenant, une autre construction possible, je ne suis pas obligé d'enlever à chaque fois le tiers de l'intervalle du milieu, donc on peut prendre le tiers de chaque intervalle, pardon. On fixe une suite AN, qui sont des éléments, bon, pour éviter des cas triviaux, je vais supposer qu'ils sont entre 0 et 1 strictement. Et on construit Kn à partir... Non, alors peut-être je vais l'appeler... Je vais mettre un A en indice, donc je fixe une suite que j'appelle A, et je construis des compacts Kn par récurrence. Alors Ka0, c'est toujours 0, 1. Puis on enlève, à chaque étape, hein, on enlève dans chaque intervalle, on enlève l'intervalle ouvert du milieu. Je n'ai pas envie d'être trop formel. Et de longueur AN. Donc dans 0,1, ici, vous prenez l'intervalle, pour passer à KA0, vous prenez l'intervalle centré en 1,5 de longueur AN et vous l'enlevez. Et ça me donne des KAN que je construis par récurrence, et K indice A, c'est l'intersection des K indice AN. Donc, je vais refaire le dessin ici avec une autre craie. Plutôt que d'être trop formel, je vais vraiment juste essayer de faire le dessin. Peut-être faire juste les 2 premières étapes. Alors, du coup, ici, disons que A, alors apparemment, je vais commencer mes suites à 1, puisque K0, c'est 0, 1, j'ai rien enlevé. Donc, par exemple, A1, c'est 1 quart, et A2, c'est, j'en sais rien, moi. Et 2 tiers comme pour le Cantor, peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai 0, 1. Bon, j'ai mon intervalle central, et après, j'enlève
un intervalle centré en 1/2 et de longueur 1/4. Alors il faut que j'enlève 1/8 de chaque côté. 1/2 c'est 4/8, donc ici j'ai 3/8. Ici j'ai 5/8. Et ça c'est mon cas à indice 1. Après, bon, j'ai la flemme de faire des calculs, même si diviser 3/8 en 3 c'était pas si mal, mais diviser 5, donc ça se fait assez bien, puisque les longueurs ici les intervalles sont de longueur 3/8. Mais ce qui me reste, après j'ai dit 2/3, ça veut dire que j'enlève exactement 1/3. Ah oui, non, pardon, si je veux enlever juste 1/3, c'est ce que j'enlève, je vais plutôt faire 1/3 parce que ce sera plus simple pour faire le dessin. J'enlève exactement 1/3 de mon intervalle, 1/3 de cet intervalle, centré, et je répète. Ok? Donc avec cette notation, oui, je pensais avec cette notation, K, ensemble triadique, ça correspond à dire que AN égale 1/3 pour tout n. À chaque fois, j'enlève 1/3 de chaque intervalle que j'ai à l'étape précédente. Donc ça me construit un objet qui est à nouveau un compact, qui ressemble beaucoup à mon Cantor triadique, et en fait, ça y ressemble tellement que c'est homéomorphe au Cantor triadique. Alors, je vais juste expliquer sur un dessin. Pour toute suite A, alors il faut quand même pas que j'enlève tout. Donc, 0, ça voudrait dire j'enlève rien du tout. 1, ça voudrait dire j'enlève tout. Donc ça, c'est des cas qui sont dégénérés. Donc on élimine ce cas-là. À chaque fois, il reste quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Et on a enlevé quelque chose au milieu. Donc pour toute A, comme ça, K et KA sont homéomorphes. Et en fait, même, il existe, c'est plus fort que ça, hein, il existe F de 0,1 dans 0,1, un homéomorphisme de 0,1, donc qui envoie d'ailleurs 0 sur 0 et 1 sur 1, un homéomorphisme, et F de, disons, K, c'est K indice. Alors, je vais peut-être refaire, c'est là qu'on voit les limitations des tableaux installés dans un sous-sol de maison, c'est que le tableau est quand même pas très grand. Oui, alors je vais faire les deux dessins ici, comme je les reprends. On va couper ce tableau-là en deux. Et on va faire notre construction. Donc le Cantor triadique, on a dit que c'était je pars de là, je coupe en 3, je garde un tiers, je coupe à nouveau en 3 chacun des intervalles, et je continue. D'accord, donc ça c'est peut-être un peu trop long, donc je garde chacun de ces petits intervalles, et les barres ici les barres verticales sont là pour dire que je garde bien les extrémités des intervalles, pour que ça soit compact et que l'intersection soit incompacte. Donc ça, c'est comme ça que je construis ce que j'ai appelé K, le Cantor triadique. K indice A, je pars de la même chose. Ce que j'enlève, c'est un intervalle ici de longueur A1. Puis je refais pareil. Je découpe. Donc j'enlève ici un intervalle qui est finalement de longueur. Alors ce que j'ai ici, bon, j'ai pas envie d'écrire une formule, donc on enlève A2 fois la longueur de l'intervalle. Le problème, c'est que sinon, je vais avoir des 1 moins A comme longueur de tiret. Je vais me retrouver à écrire du A2 fois 1 moins A1. C'est pas très précis. C'est pas très joli, plutôt. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? Je vais refaire ce dessin parce qu'il devrait être à côté de l'autre. Donc, on refait. Je prends mon petit intervalle ici. J'en enlève un bout. Je ne sais pas quelle proportion. Pareil, des deux côtés, ça c'est mon choix de construction. Et je garde ça. D'accord? Et donc, ça, c'est A2 qui me dit ce que je dois enlever.
sans essayer d'écrire de formule. Et maintenant, si on regarde les deux dessins, on a vraiment l'impression de voir la même chose. Qu'est-ce qui change? Alors du coup, il faudrait peut-être qu'on ne voit pas la même chose, donc que ça soit quand même vraiment notablement plus petit ici, par exemple, que là. Qu'est-ce qui change? Tout ce qui change, c'est la proportion de ce que je vois ici. Mais si j'ai deux intervalles comme ça, je peux tout à fait construire une fonction f0 qui, lui, l'envoie sur lui, qui est affine. D'accord? J'ai un intervalle, j'ai un segment, je veux l'envoyer sur ce segment par une fonction affine, il me suffit de bien corriger la longueur. Et après, ma fonction f1, ça va être de dire, j'envoie, pardon, je vais faire par en bas, j'envoie là, ça là-dessus, j'envoie ça là-dessus, et lui, je l'envoie toujours là-dessus par ce que j'avais avant. Donc, et maintenant, je rajoute ce qu'il faut pour corriger ma fonction. D'accord? Sur les intervalles que j'ai enlevés, je rajoute, je redresse leur longueur, si vous voulez. Si je répète ça, et je ne vais pas essayer de le faire, c'est un bon exercice en fait, de formaliser ça complètement. Si je continue, on construit bien, en recollant tous ces f0, f1, etc., on construit bien une fonction f qui est bijective. Ce que je fais, c'est une bijection de 0,1 dans 0,1. Ici, à chaque fois, c'est bien une bijection d'un intervalle sur l'autre, qui est bijective, continue, et f de k égale k indice A. Bon, il y a un exercice à faire que je ne fais pas du tout. C'est pour donner une idée intuitive, si vous voulez. Vu que les dessins à chaque étape sont exactement les mêmes, si on introduit un terme affine qui permet de corriger les longueurs, qui sont les seules choses qui changent, ben, on identifie une suite avec l'autre suite. Là, je pense qu'on entend assez bien ma machine à laver qui est en train de tourner. C'est le charme des vidéos domestiques, ou on va prétendre que c'est le charme des vidéos domestiques. Ok. Maintenant, en termes de mesure, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce cas indice A. Bon, après, on fera un lien avec, dans une autre vidéo, on fera un lien avec des fonctions de répartition, mais ce cas indice A, je voulais l'introduire dans cette vidéo-ci pour parler de mesure. C'est quoi la mesure de mon ensemble K1? Ben, si on refait la même récurrence que tout à l'heure, la mesure de KAN, ce coup-ci, la mesure de KAN plus 1, pour commencer. Alors, le problème, c'est que je crois que j'ai changé de convention au tableau. J'ai dit que j'enlevais un intervalle de longueur AN. Donc, ce qui me reste, dans chaque intervalle, j'ai enlevé AN. Donc, en proportion, il me reste 1 moins AN de ce que j'avais. Et donc, la mesure de KAN plus 1, c'est 1 moins AN, la mesure de KAN. Le cantor, le cantor triadique, ça correspondait à n égale 1 tiers tout le temps, et notre formule, c'était 2 tiers de la mesure. J'espère que je n'ai pas changé de convention, mais je crois que c'est bon. Donc on dit qu'on enlève un intervalle de longueur AN, donc en proportion dans chaque intervalle, il reste 1 moins AN. Donc la mesure est multipliée par 1 moins AN. Du coup, la mesure de KAN, la récurrence, ce coup-ci, c'est que c'est le produit pour K allant de 0 jusqu'à ce qu'il faut, des 1 moins AK, et j'ai pas de A0 avec mes notations, donc je vais jusqu'à 1, et je vais jusqu'à de 1 à N. Bon, j'ai commencé mes AK, là je les ai commencés à 1, ici c'était intervalle de longueur A1, c'est un choix qui n'est pas optimal, mais donc par exemple la mesure de KA indice 1, c'est bien juste 1 moins A1 fois la mesure de ce que j'avais au début, mais au début c'est l'intervalle 0,1 qui est de mesure 1. On est toujours en mesure finie, donc la mesure de KA, c'est la limite quand K tend vers l'infini des mesures de KAN, et donc on a la formule, que je vais peut-être, bon, je vais écrire ici, la mesure de KA, c'est donc le produit pour K allant de 1 jusqu'à l'infini des 1 moins AK.
ou par convention, exactement comme pour les sommes, hein. Quand une suite comme ça a une limite, on note la limite produit de 1 à l'infini. C'est la limite du produit pour k allant de 1 à n des 1 moins ak. Quand est-ce que ça vaut 0? Si ak valait 1 tiers tout le temps, le produit ici, c'est le produit des 2 tiers. Donc ce que j'écris, c'est juste la limite de 2 tiers à la puissance n, ça fait 0. C'est ce qu'on avait obtenu pour le Cantor. Maintenant, ça, vers quoi ça, quand est-ce que ça tend vers 0? Ben, nous, on est plutôt habitué à manipuler des sommes que des produits. Comment transformer un produit en somme? On prend des logs. Donc, le log du produit pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 moins ak, je prends évidemment pas tout de suite un log d'un objet infini, pour pas essayer d'écrire des choses fausses, parce qu'il y a des passages à la limite. Je me ramène au cas fini, je ferai tendre n vers l'infini après, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des logs de 1 moins ak. Log de 1 moins ak, c'est toujours négatif, donc ça ne change pas de signe, et c'est équivalent à moins ak. Ah, ça c'est si ak tend vers 0, pardon. Donc ça, je suis allé un peu trop vite. Donc ça, c'est négatif. Il y a 2 points. Si jamais ak ne tend pas vers 0, log de 1 moins ak, je vais changer mes notations, non si c'est bon. Le log de 1 moins ak non plus ne tend pas vers 0 non plus. Puisque ce qui est là-dedans, ça tend pas vers 1. Donc, la somme diverge, le terme général ne tend pas vers 0. Alors comme c'est des nombres négatifs, ça tend vers moins l'infini, hein, ce coup-ci la série. Et ça, ben, le log de quelque chose tend vers moins l'infini, ça veut exactement dire que le produit jusqu'à l'infini, on savait que ça convergeait vers quelque chose qui est entre 0 et 1, puisque c'est une limite de choses qui sont dans 0 et 1. Ça converge vers quelque chose entre 0 et 1, qui est l'exponentielle de ce bidule-là, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. D'accord? Ça, si je prends le log, je sais déjà que ça converge, donc j'ai pas trop de questions à me poser. J'ai dit que ça convergeait parce que mon compact c'était une intersection de compact, donc sa mesure c'était la limite des mesures, parce que je suis en mesure finie. Donc comme je sais que ça converge dans 0, 1 et que son log tend vers moins l'infini, c'est que ça converge vers 0. Autre cas, c'est le plus intéressant, c'est le cas où ça tend vers 0. Donc ici, j'aurais peut-être dû dire c'est le cas du Cantor triadique, on va diverger grossièrement, c'était les 2 tiers à la puissance n. Ben, dans ce cas-là, log de 1 moins ak, ce que j'avais commencé à écrire tout à l'heure, c'est bien équivalent à moins ak. Log de 1 moins x, c'est équivalent à moins x. C'est le développement limité ou la dérivée, si vous voulez, du log en 1 qui nous dit ça. Pas dû effacer ça, mais c'est trop tard. Ok, donc finalement, on obtient que si la somme des AK converge, la somme des logs de 1 moins AK, ça tend vers un certain réel, je sais pas, x, bon, peut-être égal. La somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de AK, c'est un réel x strictement négatif, parce que série dont le terme général ne change pas de signe, la somme des logs de 1 moins AK, le terme général est équivalent à moins AK, donc cette somme converge si et seulement si la somme des moins AK converge, donc la somme converge aussi. Cette somme converge si et seulement si cette somme-là converge, bon, si j'appelle x la limite, et la mesure de k, bon, c'est juste exponentielle de x, la mesure de k, enfin, parce que le log, en passant à la limite, hein, ça c'est la limite du log, ça c'est log de la mesure de k, donc la mesure c'est l'exponentielle de ce machin-là. Et si la somme des AK diverge, ben finalement, cette somme-là vaut moins l'infini, et la mesure de KA vaut 0.
Donc finalement, on a que la mesure de K est strictement positive si et seulement si, mesure de K A, pardon, si et seulement si la somme des AK converge. Si le terme général tend pas vers 0, ça diverge grossièrement, et ici aussi. Si les termes général tend vers 0, en raisonnement avec des équivalents, nous permet de vérifier ça. Pourquoi j'ai fait tout ça? Ben, on connaît quand même des suites qui tendent vers 0, mais où la série converge. Évidemment, les premiers exemples à avoir en tête, c'est les sommes géométriques de raisons entre 0 et 1. Donc si au lieu d'enlever à chaque étape la moitié, j'enlève de plus en plus, donc si, enfin, j'enlève de moins en moins plutôt, si AK c'est par exemple 1 sur 2 puissance K, par exemple, alors la mesure de KA est strictement positive. Puisque la somme des 1 sur 2 puissance K, c'est la somme des termes d'une série géométrique de raison 1,5 qui convergent. Et on a donc F, un certain homéomorphisme, je vais peut-être l'appeler F indice A, qui est un homéomorphisme de 0,1 dans 0,1. Ce qu'on avait dit, c'était qu'en redressant nos longueurs des intervalles, c'est un homéo, et F de K, c'est K indice A. La mesure de K vaut 0, la mesure de KA est strictement positive. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on voit que les homéomorphismes, ça ne respecte pas du tout la notion être de mesure nulle. Un homéomorphisme peut prendre, même un homéomorphisme de 0,1, peut prendre une partie de mesure nulle et la transformer en une partie de mesure strictement positive. Et pourquoi ça, c'est un peu une mauvaise nouvelle, ou pourquoi ça dit qu'il faut faire attention? Ici, si on complète la mesure de Lebesgue, si on a pour convention que la mesure de Lebesgue, c'est les parties qui sont égales à un borélien à mesure nulle près. Donc une mesure est complète si, dès que j'ai une partie mesurable de mesure nulle, si A est mesurable de mesure nulle et B est contenu dans A, alors B est mesurable aussi. On rajoute toutes les parties qui sont dont on peut dire raisonnablement qu'elles sont de mesure nulle. Convention usuelle, c'est que la mesure de Lebesgue, on la complète. On compare des boréliens et on rajoute toutes les parties qui sont contenues dans un borélien de mesure nulle. On prend l'attribut engendré et ça nous fait une nouvelle tribu. Et être dans cette tribu, c'est juste être égal à un borélien à mesure nulle près. La différence symétrique avec un borélien et une mesure nulle. Ça fait bien une tribu. Et ça, c'est les parties qu'on appelle les parties Lebesgue mesurables. Mais ça, si vous avez déjà construit des parties non mesurables dans 0,1, ça me dit, en fait, c'est pas très dur d'adapter cet argument. Je ne vais pas insister parce que c'est pas ça que je veux retenir de cette vidéo. Mais du moment que quelque chose ici est de mesure strictement positive, ça contient une partie qui n'est pas Lebesgue mesurable. Donc, F, elle envoie toutes les parties de K, elle envoie K, c'est un homéomorphisme qui envoie K sur KA, toutes les parties ici sont Lebesgue mesurables, mais ici, il y en a qui ne le sont pas. Donc F doit envoyer une partie Lebesgue mesurable sur une partie qui ne l'est pas.
Pourquoi? Si vous acceptez ce fait-là, ben on prend une partie qui n'est pas le beg mesurable ici, on prend son image inverse par f, c'est une partie du Cantor qui est une mesure nulle, donc elle est mesurable au sens de la mesure de Lebesgue. Donc, l'image ou l'image inverse, hein, l'image d'une partie mesurable par un homéomorphisme de 0,1 ou de R, là ça s'étend en un homéomorphisme de R bêtement, l'image d'une partie mesurable par un homéomorphisme n'est pas forcément mesurable. Et ça, bon, j'ai parlé d'ensemble de Cantor parce qu'après je veux parler de l'escalier de Cantor dans une vidéo ultérieure, mais je me suis dit que ça valait la peine de faire un petit détour par ces Cantors gras parce qu'on pourrait faire un escalier de Cantor sur les Cantors gras et on verra ce que ça donne en termes de dérivés faibles. Et aussi parce que le fait que ces objets soient homéomorphes, ça met en lumière un fait qui est un peu surprenant, qui est que les homéomorphismes, ça ne préserve pas les parties mesurables. Si, comme définition de fonction mesurable de R dans R, on disait l'image inverse de quelque chose de mesurable au sens de Lebesgue est encore mesurable, ben les homéomorphismes ne seraient pas mesurables. Les applications continues ne seraient pas mesurables. Et ça explique cette dissymétrie dans la définition. Une fonction borélienne mesurable, c'est l'image inverse d'un borélien est mesurable. Ça permet de garder les fonctions continues. Pour la même raison, je vous laisse vous convaincre qu'une composition de fonctions Lebesgue mesurable n'a pas de raison d'être Lebesgue mesurable. Donc c'est pas une très bonne notion au sens où elle est passable par composition. Évidemment, une composition de fonctions borélienne est borélienne. L'image inverse, f rond g moins 1 dans borélien, c'est g moins 1 de f moins 1 dans borélien, donc c'est g moins 1 dans borélien, donc tout va bien. Si je prends des parties mesurables, f rond g moins 1 d'une partie mesurable, ben c'est f moins 1 de g moins 1 d'un truc mesurable, et, pardon, si je prends des fonctions mesurables au sens de Lebesgue, donc f rond g moins 1 dans borélien, c'est f moins 1 dans mesurable, puisque g moins 1 dans borélien, c'est seulement quelque chose de mesurable, mais f moins 1 dans mesurable, c'est pas forcément mesurable. On vient de dire, l'image d'un homéomorphisme ou l'image inverse, si je remplace f par f moins 1, évidemment, ça change rien. Donc encore une fois, parce que je l'ai fait trop vite à l'oral, vous pouvez construire, c'est un bon exercice abstrait, hein, pour la grecque c'est pas du tout fondamental, mais c'est un bon exercice pour ceux qui veulent vraiment réfléchir à ces notions. Vous pouvez construire à partir de ça un exemple de deux fonctions mesurables dont la composition n'est pas une fonction mesurable. Et encore une fois, fondamentalement, ce qui se passe, c'est que si vous prenez f rongé, l'image inverse par f rongé d'un borélien, c'est l'image inverse, je pense que l'oral je l'ai dit à l'envers, mais c'est l'image inverse par g de f-1 d'un borélien, donc c'est g-1 d'une partie mesurable, et l'image inverse par une fonction mesurable, ou même par une fonction continue d'une partie mesurable, c'est pas forcément mesure. Donc, il faut se méfier de cette notion de fonction mesurable. Le moment où on a pris la décision de compléter notre mesure de Lebesgue, où ça semblait sympathique de dire, oh, bah, tant qu'à faire, je vais convenir que toutes les parties que j'ai une chance de mesurer sont mesurables, c'est-à-dire, bon, ben, si je sais que c'est de mesure nulle, je le rajoute, j'ai une sigma g, bon, une tribu qui est engendrée, tout va bien, ça a toutes les bonnes propriétés. Au moment où on a fait ça, on a rajouté une complexité, on a maintenant beaucoup de fonctions, de parties mesurables, et on en a trop pour que la composition de fonctions mesurables, au sens usuel, hein, l'image inverse d'un borélien est mesurable, puisse le rester. Si on essaie de donner une définition plus forte, à savoir l'image inverse d'un mesurable est mesurable, on n'aurait même pas les fonctions continues dedans, donc c'est pas une bonne solution. Et donc il faut se méfier de ce processus de complétion de la mesure. Et c'était la remarque que je voulais faire sur les ensembles de Cantor et les mesures. Ça conclut cette vidéo. La prochaine, on va revenir à des trucs un peu plus élémentaires. On va essayer de décrire l'ensemble de l'escalier de Cantor et comprendre pourquoi c'est une fonction de répartition, et on essaiera ensuite de calculer sa dérivée faible. Merci.